Merci Philippe et Élie Deveille de nous permettre de présenter un peu le projet qu'on a monté pour la capitale mondiale du design à Lille Métropole pour cette année 2020, malgré les nombreuses complications de Covid et autres de cette année. Je vais vous partager mon écran. Voilà, est-ce que tout va bien? Alors, le label de capitale mondiale du design est décerné par une organisation qui s'appelle la World Design Organization, qui compte 170 membres répartis sur tous les continents. Et ce qui s'est passé en 2017 au moment où on a candidaté, c'est que l'organisation a changé de nom. En fait, elle s'appelait autrefois l'ICSID, International Council of Societies and Industrial Design, donc avec un axe très orienté sur le design industriel. Et ce changement de paradigme d'un design industriel vers un design for better life, c'est aligné avec notre volonté sur la métropole d'intégrer le design comme un nouveau modèle de transformation du territoire. Alors, comme vous pouvez le voir, on est, si j'arrive à passer les diapos, voilà, pardon. On est la 7e capitale mondiale du design. Et comme vous pouvez également le constater, on est la première métropole à s'être inscrite, c'est-à-dire regroupant 90 communes derrière le projet, 90 communes qui ont activement partagé la programmation et participé à cette programmation. Alors, ce qui nous a beaucoup intéressé, en effet, c'était ce changement de paradigme de la WDO en s'alignant sur les objectifs durables des Nations Unies, mais surtout en tournant le dos à un design trop productiviste qui use et exploite et détruit nos richesses. Ça a fait écho avec l'idée de la métropole d'utiliser le design comme une rampe de lancement avec cette capitale mondiale pour intégrer le design plus largement à l'ensemble des enjeux du territoire, qui soient des enjeux économiques, mais aussi sociétaux et évidemment environnementaux. The Greatest Design Experiment était notre baseline, c'est-à-dire un design par l'expérimentation à l'échelle d'un territoire qui est la métropole. Notre l'exemple d'une entreprise sur le territoire qui est Decathlon a été très inspirant pour nous quand on a construit cette candidature, parce que vous savez, ce territoire est un territoire de la grande distribution. Et Decathlon, à l'époque, distribuait toutes les grandes marques, dont les vélos Peugeot. Et Peugeot n'a plus voulu distribuer ses vélos chez Decathlon. Et c'est à ce moment-là que Decathlon a construit une agence de design au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, il y a 200 designers intégrés à Decathlon, c'est-à-dire c'est l'entreprise en France qui intègre le plus de designers, et 99% des produits vendus chez Decathlon sont des produits qui sont conçus par la marque et par l'équipe de designers. Et donc notre idée, c'était de s'inspirer de ça et de faire de la métropole, avec la capitale mondiale du design, une petite agence de design qui allait fédérer l'ensemble des forces vives de ce territoire pour proposer un programme co-construit. Derrière cette baseline, l'idée était de faire au lieu de montrer, de participer au lieu de regarder, donc impliquant tous les acteurs du territoire, d'essayer plutôt de théoriser, et donc d'être dans une démarche d'expérimentation par le design, qui nous autorisait à nous tromper, et de mobiliser plutôt que d'individualiser, c'est-à-dire plutôt que de montrer les grands noms du design que l'on aurait pu voir ailleurs. La singularité de notre projet a été de dire, si nous remportons ce titre de capitale mondiale du design, nous réussirons si nous sommes tous ensemble. Nous serons fiers de la réussite de cette capitale. Alors, il a fallu en effet mobiliser toutes les forces en marche, comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, qui sont les entreprises, les villes, bien entendu, y compris les villages agricoles de la métropole. Il a fallu mobiliser les universités, l'Université de Lille est partenaire, et bien entendu les citoyens qui sont directement concernés par les propositions de transformation de ce territoire, puisque c'est à eux que s'adresse cette transformation. Alors Jacques Viennot, qui avait été le fondateur de l'ICSID, a été aussi une inspiration pour nous, puisqu'il avait écrit La République des Arts, à l'époque en 1957. Et donc 2017, au moment de notre candidature, on célébrait le 60e anniversaire de l'organisation.
donc avec une certaine évidence à accueillir le projet en France, puisque le cofondateur de l'ICSID était français. C'est donc en hommage à Jacques Viennot que nous avons créé cette République du design, qui faisait écho à la République des arts de Jacques Viennot, une plateforme collaborative pour initier les expérimentations par le design, qui est donc tout notre projet, et surtout œuvrer au bien commun, qui était l'ambition de cette capitale mondiale du design. Alors, cette République du design, qu'est-ce que c'est? Au-delà des valeurs communes que nous partageons d'œuvrer au bien commun, l'idée, c'était aussi de réunir un consortium de personnalités très compétentes et très qualifiées dans le design, mais aussi des philosophes, des anthropologues, des enseignants-chercheurs. Ici, je ne montre qu'une toute petite partie de ce collégium d'acteurs, puisqu'il a grandi au fur et à mesure qu'on a développé le projet. Donc, vous avez, par exemple, Antoine Fenolio, qui va prendre la parole tout à l'heure. Vous avez Anna Sensio, qui est aujourd'hui la représentante WDO, membre française qui travaille pour Dassault Systèmes. Giovanna Massoni, dont vous avez beaucoup entendu récemment parler, puisqu'elle faisait partie du programme des Maisons POC avec François Gégou, mais aussi Yo Kaminagai, qui nous a accompagnés sur la mobilité, et tant d'autres personnes encore. Alors, avec ce consortium, on a lancé cet appel à expérimentation, Let's POC Together, le mot POC étant emprunté à l'innovation en entreprise, Proof of Concept, dont on a un peu détourné la sémantique pour créer une sorte de langage propre à la capitale. Quand on parlait de design, le problème, c'est que compte tenu le manque de culture de design en France auprès des citoyens, je ne dis pas qu'il n'y a pas de designer français, le problème, c'est que la question qui revenait sans cesse, c'était qu'est-ce que le design? Et comme on était plutôt dans l'ouverture d'un design, des transformations permettant à la fois un design management, un design produit, un design social au service de la société, on retombait toujours sur cette question, à part faire des poignées de porte, qu'est-ce que vous savez faire? Et donc cet appel à manifestation était un engagement à participer au programme, à la condition unique de porter soi-même un projet et de le développer avec un designer, donc d'apprendre en faisant. On a aussi, avec le Collégium de la République du design, créé un certain nombre d'outils pour justement sensibiliser l'ensemble des acteurs du territoire à la question du design. Par exemple, pour les villes qui avaient l'idée d'un design d'objets ou un design développé pour la compétitivité en entreprise, ne pensaient pas pouvoir imaginer qu'un designer allait aider à requalifier des espaces vacants dans la ville, comme cet exemple ici de cohabiter, ou encore scénariser des manières de rendre la ville plus ludique, plus joyeuse, plus confortable dans les services, ou encore de travailler sur des équipements hospitaliers, etc., etc. Donc, on a proposé un certain nombre d'actions pour que les villes puissent se projeter dans la question du design et proposer elles-mêmes des projets de POC. Alors, est arrivé ce moment où, pour aller chercher et s'assurer que les acteurs du territoire allaient eux aussi développer leur POC, il a fallu aller évangéliser les acteurs à la question du design. Donc, avec un certain nombre de designers, on a monté des ateliers en allant dans les petites communes autant qu'auprès des entreprises, mais encore dans les centres de développement et de recherche et d'innovation. On leur a présenté des designers et on est venu parler du design. On a vraiment essayé d'ouvrir la conception du design dans leur esprit qui était très fermé à l'objet. On a essayé de l'ouvrir à son maximum. Et ça nous a permis de récolter 650 propositions de POC, dont 350 ont été finalement valorisées dans la programmation. Alors, tout l'enjeu aussi de la démarche était d'être en capacité de l'expliquer, parce on avait annoncé que Lille Métropole était capitale mondiale du design, mais de quoi s'agit-il? Comment créer cette capitale? Et c'est là que Pamegeni, de Nathalie Paulet de l'agence Pamegeni, est rentrée dans l'histoire en répondant à notre appel à projet de communication. Elle a simplifié les choses par des messages en disant le message de cette capitale, c'est que le design est capital et que nous devons nous appuyer sur les designers. À la suite de quoi, comme nous n'avions toujours pas de résultats, puisque l'époque était en cours de développement, que les expositions n'avaient pas encore vu le jour, nous n'avions pas d'image à communiquer. Et compte tenu de la complexité de la notion du design, elle nous a accompagnés pour créer des messages qui étaient finalement une forme de militantisme
de la question du design pour développer notre territoire. Donc, vous en voyez ici quelques-uns en anglais. Bien sûr, on les a diffusés dans les villes en français, avec l'idée vraiment que le design soit là pour interpeller les uns et les autres sur notre territoire pour qu'eux-mêmes, ils se mettent à pratiquer ce design. Avec l'ensemble des POC qui ont émergé dans ces POC ID, donc toutes les idées qui ont émergé, avec la République du design, l'ensemble des designers, on a identifié un certain nombre de thèmes qui émergeaient de ces propositions, qui sont des thèmes qui répondent à des enjeux qui sont partagés de manière beaucoup plus globale, comme le prendre soin, dont Antoine Fenolio s'est emparé pour créer sa maison POC, l'économie circulaire qui a été dont le commissariat a été assuré par Giovanna Massoni, Habiter, qui a été aussi géré par une structure locale qui s'appelle Waou et qui travaille justement à l'accompagnement des promoteurs et des aménageurs du territoire. L'action publique, c'est la métropole elle-même qui s'est emparée de cette question et qui a valorisé tous les POC liés à l'action publique. La ville collaborative a été confiée à François Gégou, dont c'est vraiment le sujet depuis toujours. Et puis la mobilité à une autre organisation locale. La question était de montrer ces expérimentations, mais on ne pouvait bien entendu pas envoyer un public en trop grand nombre au sein des écoles, au sein des entreprises, dans les habitats partagés. Et donc, il a fallu inventer un moyen, une forme d'exposition laboratoire pour pouvoir accueillir le public et rendre compte de l'ensemble de ces processus d'intégration du design et de comment, par le design, on allait transformer et changer notre manière de vivre et d'habiter sur la métropole. Et donc, on a créé ce qu'on appelle des maisons POC, des lieux très inscrits dans les quartiers, comme par exemple celui du couvent des Clarisses à Roubaix, dont nous parlera tout à l'heure Simon Givelet du collectif ZERM, donc très inscrits dans les quartiers, et des maisons pour donner envie d'y rentrer. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Les portes ont été franchies et ils ont pu découvrir tout le travail qui avait été créé par les porteurs de la métropole. Et en écho aux expérimentations locales, on a voulu également donner un écho plus global, ce que je vais vous présenter ensuite au travers des expositions. Donc, créant vraiment le lien entre le local et le global. Alors, quelques exemples de POC, juste pour vous donner une idée de ce sur quoi nous avons tous travaillé. Donc, par exemple, Carafun, qui est une entreprise de karaoké, a créé un dispositif mobile et habile à présenter dans les EHPAD pour faire chanter les personnes âgées, parce qu'on sait à quel point la chanson, à la fois a des vertus thérapeutiques, il active la mémoire, il procure des émotions, mais aussi il permettait d'avoir des actions qui décloisonnaient ces personnes âgées isolées dans leurs EHPAD pour l'ouvrir à d'autres publics. Un autre exemple qui a été expérimenté à Sailly-lès-Lannoy, qui est une petite commune de 1900 habitants, qui a créé la fabrique salésienne, c'est-à-dire un lien entre les politiques décideurs et les citoyens. L'idée étant que ce village était traversé par vraiment un nombre de voitures, 800 voitures le matin, on pouvait à peine sortir de chez soi tellement il y avait de monde, toutes ces voitures allant vers la ville de Lille. Et la plupart de ces voitures n'avaient qu'un seul conducteur et étaient vides. Donc l'idée a été de dire comment on va faciliter, grâce au travail de Mourad Oural de We Think Design, comment on va globalement faciliter la mobilité et le covoiturage de toutes ces petites villes qui sont isolées et qui doivent pour autant permettre à ces citoyens d'accéder à l'école, d'aller travailler le matin, etc. Et donc, ils ont mis en place un système d'abord de stop, mais comme un arrêt de bus, mais un arrêt de stop permettant d'indiquer votre destination. Comme ça, la voiture qui passe devant sait qu'elle peut vous intégrer au parcours. Donc, testé comme ça sous une forme très POC, très expérimentale et sans coût. C'est Vincent Dupont-Rougier qui a réalisé le dispositif final et une application de covoiturage pour faciliter le lien entre les usagers. Aujourd'hui, cet exemple a tellement bien fonctionné lors de son test en POC qu'aujourd'hui, il va être reproduit dans différents villages et villes aux alentours de Sailly-lès-Lannoy. Un autre exemple, donc Playful City, porté par l'Université de Lille, et un designer, Capucine Diancourt, l'idée étant d'inciter les gens qui traversent ces villes à être dans une pratique sportive un peu plus active. Et donc, ils ont installé comme ça, sur différents
territoire, notamment à Villeneuve-d'Ascq, des dispositifs à pratiquer en ville. Une autre initiative très jolie de Christophe Thomas, donc initiative d'un citoyen qui a pratiqué le Airbnb, mais dans une dimension beaucoup plus solidaire, a reversé les gains de la location de sa maison à des personnes qui manquaient justement, qui étaient en situation de difficulté, qui n'avaient pas de lieu de logement, etc. Donc, avec 2 journées, par exemple, de location de ses propres chambres, ça lui permettait de loger des personnes en difficulté qui n'avaient pas de logement. Il a poussé plus loin son projet en créant un écoquartier solidaire qui est en cours de construction pour imaginer des tiny houses de 20 mètres carrés pour loger justement ces personnes en difficulté. Et le financement est lui aussi solidaire parce que chaque personne qui va pratiquer le Airbnb peut reverser l'argent récolté pour construire ce quartier éco-solidaire à destination des personnes qui sont sans logement. Une autre action portée par 2 jeunes entrepreneurs et le studio Darro, une petite épicerie en vrac pour éviter les emballages, qui vient grâce à une application. Vous pouvez regarder sur leur site internet, vous pouvez cliquer sur le jour où ils sont dans votre quartier pour qu'ils s'arrêtent en bas de chez vous, et vous mobilisez également les voisins pour qu'il y ait un moment de rencontre, mais aussi que vous puissiez faire vos courses en bas de chez vous, que de produits locaux et bio bien entendu, et qui seront acheminés dans un temps très prochain par vélo uniquement, donc totalement économe en énergie. Enfin, la Maison des femmes à Roubaix, qui est une des initiatives qui a le mieux fonctionné, donc ce lieu porté par la CCAS de Roubaix qui accueille les femmes en difficulté, qui ne savent pas vers qui se tourner. C'est la designer de l'agence Malay qui a travaillé à comprendre quelles étaient les attentes de ces femmes, quels étaient les usages auxquels devaient répondre ces maisons, comment on pouvait aménager ces maisons pour que à la fois les enfants, les femmes, leurs cousines, etc., puissent se retrouver en toute sérénité dans cette maison et que ça devienne vraiment une maison commune des femmes. Et le projet a tellement bien fonctionné que la CCAS de Roubaix continue de créer des maisons des femmes dans d'autres quartiers. Enfin, et c'est la dernière proposition, un projet porté par Franck Grossel qui s'est rapproché des brasseurs de la région pour récolter les drèches qui sont en général jetées, qui sont donc les céréales qui sont germées et séchées, mais parce qu'elles sont utilisées pour la bière, elles comportent du sucre qui devient un liant naturel et donc idéal pour pouvoir fabriquer son mobilier. Aujourd'hui, il utilise à peine 2% de colle recyclable pour fabriquer son mobilier. Alors, en écho à ces maisons POC, la programmation, nous avons souhaité la construire donc sur la valorisation de toutes ces expérimentations locales, mais leur donner une dimension en les réinscrivant dans un paysage plus global et en passant commande à des designers d'exposition qui allaient montrer comment le monde, par ailleurs, aussi investissait la question du design ou de l'architecture pour trouver des solutions et répondre aux grands enjeux de crise climatique et évidemment du Covid que nous traversons aujourd'hui. Alors, une première exposition qui a été pour nous évidente et très importante, celle de Designer du Design, que l'on a confiée à Jean-Louis Fréchin de No Design, pour montrer la pluralité des pratiques et les talents qui font le design français. Les usages du monde et la manufacture ont été, Labor of Love, ont été pour nous une manière aussi de montrer des alternatives à la manière d'habiter le monde, des manières de s'emparer de nouveaux modes de production entre la machine, la technologie et le fait main, comment les designers réinventent leur mode de production en s'inspirant évidemment du vivant. Et science-fiction, une exposition qui montre comment la fiction permet aussi de réinventer des manières de vivre demain, mais en s'appuyant sur les recherches d'experts et de scientifiques, et de montrer et de les rendre accessibles et compréhensibles au travers de la fiction. Alors, quelques exemples juste de ce qui a été montré dans ces expositions. Vous retrouverez des visites virtuelles et l'intégralité des contenus sur notre site internet Design is Capital. Donc là, je ne vais présenter que quelques exemples. Le premier, celui porté par Nathalie Crassé,
qui a développé avec une association dans la Meuse qui s'appelle le Vent des Forêts, qui a voulu redynamiser ce territoire, mais en préservant ce qui en fait sa richesse, c'est-à-dire ses forêts. 45 km de sentiers au sein de ces forêts. Et donc Matalik Racé, avec uniquement des fabricants locaux, des menuisiers, des artisans, a construit ces cabanes nichoirs qui sont des sortes de micro-architectures dans lesquelles ne sont réunis que l'essentiel. Des petites structures légères qui n'abîment pas les forêts et qui ont permis à ceux qui les investissent, donc vous pouvez réserver votre nichoir, de mieux profiter justement de l'écosystème de la forêt, des plantes, des arbres, etc. Elle a aussi fait travailler des artisans locaux, comme par exemple Philippe Huet, qui est un tourneur de bois, qui a repris l'entreprise de son père qui fabriquait des brosses, donc grand talent de tourneur, et qui a fabriqué tous les bols, les assiettes et les plateaux des nichoirs. Également des sœurs du Carmélite de Verdun qui ont fabriqué toutes les couvertures et voilà, les couvertures des nichoirs. En fait, elles pratiquent déjà la confection d'articles de literie, mais elles ont détourné leur machine pour pouvoir fabriquer toutes ces couettes. Et enfin, une histoire très singulière de Georges Hertzmann et sa famille, sa femme et ses 3 enfants. En fait, ils vivent dans une caravane et se déplacent dans tout le département du Grand Est avec ce savoir-faire du travail de l'osier qu'ils vont chercher à proximité et pour lequel ils ont fabriqué ces coupes à fruits que vous retrouvez dans les nichoirs. Ils ont un savoir-faire incroyable qu'ils préservent d'année en année, juste en vivant dans leur petite caravane. Alors, un autre exemple, le Flying Fab Lab d'Alexandra et Chasserio, qui est en fait un Fab Lab mobile qui tient dans une petite cabane en bois posée sur une remorque de camion et qui contient tous les outils nécessaires au prototypage, une imprimante 3D, fraiseuse numérique 4 axes, découpe laser, également de quoi dessiner et concevoir les produits pour accompagner et optimiser toutes les propositions ou les demandes qui émanent des entreprises ou des citoyens. Voilà là le Fab Lab mobile et son utilisation. Un dernier exemple, alors il y a plus de 80 projets présentés dans l'exposition Designer du Design. Je passe très très vite, c'est certainement un peu frustrant pour tous les designers, mais je me suis attachée également à présenter rapidement Antoine Fenolio qui prendra la parole tout à l'heure et qui a acheté dans l'agence Les Sismos ce partage entre Paris et la Creuse où ils ont acheté ce château incroyable, la Commanderie, dans lequel ils ont développé l'an dernier un banquet sismique, c'est-à-dire un banquet réunissant un certain nombre de personnes qui voulaient y participer, qui pouvaient participer également en fabriquant des lampions sur le modèle que proposaient les poussières, ou écouter les conférences de Cynthia Fleury sur le Caire, dont il va nous parler dans sa présentation juste après Philippe Fimano. Une autre exposition, donc science-fiction, une exposition vraiment laboratoire qui a été co-créée et co-conçue entre Rami Fischler, le designer de RF Studio, et Scott Longfellow. L'idée de cette exposition est de montrer comment la fiction, la science-fiction, dont Hugo Gernsback, dont vous voyez ici les publications, a été un des cofondateurs, comment la narration peut entraîner le lecteur dans une compréhension des grands enjeux de transformation et des inventions scientifiques. Donc là, vous voyez ici toutes les publications pulp, les publications populaires qu'il diffusait à l'époque et qui montrent sa vision et ses inventions technologiques, dont certaines, on les retrouve aujourd'hui de manière toute récente. Donc vraiment un visionnaire. En parallèle de ça, dans la salle suivante, il a présenté une enquête de tous les apports de la fiction dans l'anticipation des usages. Donc des œuvres littéraires, cinématographiques, des publicités, des prospectives, des projets de designers, tout ça révélé autour de 5 grands dispositifs, avec en parallèle, ce qui nous avait beaucoup intéressé dans le projet de Rami Fischler, c'était bien de montrer à la fois l'histoire de la science-fiction et donc de la manière dont la fiction permettait de rendre compte de ses usages, mais aussi de créer à Lille, dans le cadre de la capitale, d'activer le laboratoire des usages qui fait partie de l'exposition.
c'est-à-dire de comment on pouvait, au travers de la fiction, contribuer aux usages qui pourraient être mis en place sur la métropole ou ailleurs. Et donc, Rami Fischler et Scott Longfellow ont commandé 5 fictions. Vous voyez ici les illustrations d'Hugo Bienvenu pour l'ensemble de ces fictions. Et ces fictions ont été mis en récit selon les thématiques par des auteurs assez connus et moins connus, comme par exemple Jean Echenoz, qui a travaillé sur le milieu des vivants, avec l'expert François Bouteau, qui est écophysiologiste et spécialiste de l'intelligence des plantes, Maëlys de Kerandal, qui a travaillé sur la question de l'emploi du temps et comment on peut explorer les nouvelles modalités de travail, comme réconcilier l'individu et le collectif, vivre entre la ville et la campagne, qui est un vrai sujet aujourd'hui. Une autre fiction sur le sens commun vers une société plus collaborative pour le bien commun, ou encore l'instinct matériel, comment on peut réduire notre consommation à l'avenir. Toutes ces fictions, vous pouvez les entendre sur le site de sciencefiction.org et reparcourir tous les contenus de l'exposition en format virtuel. Alors, une autre exposition, les 2 expositions, les usages du monde et la manufacture, étaient hébergées dans une ancienne gare de marchandises, avec l'idée pour l'exposition des usages du monde, conçue par Francine Faure, Michel Jacques de Arc en Rêve, avec l'architecte Mathieu Berthelot de Art Berthelot et la philosophe Fabienne Brugère. L'idée de cette exposition était de montrer des manières d'habiter le monde alternatives qui touchent à la fois la question de l'architecture, mais aussi des questions plus liées aux usages. Un premier exemple, l'atelier Gondo de Francis Kéré au Burkina Faso, qui a créé cet atelier à la fois comme ressource éducative et de formation pour les Burkinabés, mais aussi en lien avec des étudiants de l'école d'architecture de Mendrisio, où ils peuvent s'initier aux pratiques ancestrales pratiquées en Afrique, notamment autour de la terre crue, mais aussi apporter eux-mêmes leur savoir-faire et former les Burkinabés pour qu'ils construisent leur propre village. Un autre exemple, le laboratoire Ishino Maki, ça va pour l'heure, créé en 2011, qui est ici présenté au travers de ce mobilier, un véritable laboratoire public qui a été lancé au moment du tsunami, avec l'idée, sur la côte est du Japon, avec l'idée de co-fabriquer avec les personnes qui avaient perdu leur logement, de co-fabriquer leur maison et leur mobilier. Donc, par exemple, il y a des lycéens qui ont fabriqué 40 bancs destinés à un cinéma en plein air pour recréer des espaces de lien social. Aujourd'hui, le laboratoire, au-delà de répondre à ces situations d'urgence, édite aussi un certain nombre de mobiliers pour pouvoir nourrir ce laboratoire et ses pratiques. Un autre exemple que l'on aime beaucoup, qui est le stupa de Sonam Wangchuk, qui est en fait un ingénieur du Ladakh, du nord de l'Inde, qui a mis en place un système tout à fait simple et rudimentaire qui permet de stocker de l'eau sous la forme de glace, mis en place sous forme de stupa pour que la glace fonde moins vite. Ces pyramides de glace peuvent atteindre une vingtaine de mètres et permettent de maintenir un service d'eau potable jusqu'à la saison du printemps. Et cette forme triangulaire est liée à une technologie qu'il a inventée, qui consiste à créer un jet vertical d'eau qui glisse sur une paroi glacée et qui donc va figer la glace. Donc une solution low-tech, mais dont l'impact est important. Un autre architecte, BC Materials, des Belges, qui en fait font le constat de tous ces déchets, de toutes ces terres qui sont excavées à l'occasion de certains chantiers, comme par exemple la construction de parkings souterrains ou des tunnels ou des terrassements. Et toute cette terre est transportée, donc ce qui évidemment est un sujet, transportée et restockée ailleurs comme des déchets. Et donc l'idée de BC Materials consiste à réutiliser ces matériaux à proximité sur des chantiers de construction le plus proche possible de là où cette terre est excavée, pour justement éviter par exemple, ils ont identifié qu'en Belgique, il y a 37 millions de tonnes de terre évacuées par année, ou encore le Grand Paris Express génère 43 millions de terres excavées
et donc de déchets. Et donc, leur proposition consiste à la fois à travailler la terre crue. Vous voyez ici un exemple d'un bâtiment qui est fait en terre crue, mais aussi de travailler des pisés et des surfaces de murs pour de la réhabilitation de bâtiments. Un dernier exemple, le plancher des vaches. Ce projet porté par la Goldsmith Company est en fait une ferme flottante, ici, qui est au cœur de Rotterdam, avec à proximité les vaches, les 35 vaches qui font partie de cette ferme, où sur cette plateforme flottante, tous les attributs d'une unité d'élevage a été recréé. Donc les vaches sont nourries par des aliments qui viennent directement de la ville, donc en circuit court. Elles sont traitées ici et le lait est rediffusé dans la ville. Donc c'est vraiment une manière à la fois de produire, de transformer, de distribuer sur un périmètre extrêmement réduit. Voilà. Et enfin, du collectif ZERM, dont on entendra un petit peu plus le projet par Simon Givelet, à qui je vais donner la parole après Antoine Fenolio, ce lit à Baldaquin, qui est actuellement testé au couvent des Clarisses, qu'il a investi à la fois pour la Maison POC, économie circulaire avec Giovanna Massoni, mais aussi avec Saison Zéro. Ils ont monté un programme de réhabilitation du site en mode zéro déchet. Et donc, ce lit, dans le quartier de l'Épaule, ce lit qui associe à la fois des bâches recyclées et des textiles, permet, avec la chaleur du corps, de maintenir dans l'habitacle une température qui est tout à fait agréable pour y dormir, même l'hiver, dans ces multiples chambres du couvent qui ne sont pas chauffées. Donc, Simon va nous en dire un petit peu plus. Et enfin, l'exposition que Philippe va nous présenter très en détail, l'exposition qui est conçue par Lidevige Edelkort et Philippe Fimano, qui a été spécialement pensée pour ce site. Je vous montre seulement des images très générales pour laisser Philippe présenter l'exposition. Sur ce site qui est une ancienne gare de marchandises, hein, qui a tout d'une fabrique, l'idée étant de présenter en écho aux usages du monde, comment les designers réinvestissent la question de la production, donc de la fabrique, en travaillant plus particulièrement en lien et en harmonie avec la nature. Donc voilà quelques images. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Vous retrouvez l'intégralité des contenus élargis puisqu'on a mis en place des visites virtuelles des expositions et des maisons POC, et puis toutes les conférences qui ont été organisées par les maisons POC et l'ensemble des designers qui ont contribué à cette programmation sont disponibles sur le site designiscapital.com.